La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver dans ce point de marché Zone Bourse du lundi 15 décembre 2025 qui s'appelle aujourd'hui le rallye boursier de Noël se fait désirer. Au moment d'aborder une semaine traditionnellement décisive pour la performance de fin d'année, eh bien les investisseurs ont le derrière posé en équilibre entre deux référentiels d'assises. Oui, c'est ça, le cul entre deux chaises. D'un côté, la Banque centrale américaine a poursuivi ses baisses de taux, mais de l'autre, les doutes se font de plus en plus vifs sur la rentabilité des sommes colossales engagées dans l'IA. Le retour des stats, les banques centrales et les Kevin Awards devraient animer la semaine. Mais on démarre tout de suite avec ce qui s'est passé vendredi à une heure où vous aviez heureusement mieux à faire que de suivre la fin de la séance boursière à Wall Street. Enfin, sauf mon collègue Esteban, mais le pauvre est payé pour ça et apparemment pour concevoir de jolies illustrations. Je vous ai mis le lien vers son papier dans la chronique écrite. Donc vendredi à Wall Street, le soutien apporté par la baisse des taux de la Fed au cours de la semaine écoulée n'aura pas empêché une sortie de route des indices américains. La faute à deux piliers de l'intelligence artificielle qui ont failli à leur mission. La star des puces, Broadcom, n'a pas démérité avec de beaux résultats dopés à l'IA, mais le marché a brusquement décidé qu'il fallait des chiffres encore plus spectaculaires pour payer l'action 76 fois les bénéfices attendus cette année. Oui, vous avez bien entendu, 76 fois. Broadcom est actuellement exactement 2 fois plus cher que Nvidia, qui n'est pas le plus petit PER de la cote. 38 en l'occurrence de PER pour Nvidia, si vous suivez. L'autre dossier sous surveillance, eh bien c'est Oracle, et là aussi les résultats n'ont rien de catastrophique, mais le projet de la société de se lancer à corps perdu dans les centres de données à l'heure où la rentabilité de toutes ces installations est douteuse, eh bien ça crispe le marché. D'ailleurs, il suffit de regarder un compte de résultats prévisionnels pour comprendre la situation. Les dépenses d'investissement d'Oracle, qu'on appelle les CAPEX, vont passer de 4,3 milliards de dollars par an en moyenne entre 2017 et 2024 à plus de 21 milliards de dollars cette année, puis à plus de 50 milliards de dollars en 2026 et encore en 2027 et encore en 2028 selon les prévisions. Et là, le hic, c'est que la société dégage uniquement 12,5 milliards de dollars de cash flow par an en vitesse de croisière. Autant dire qu'il va falloir aller chercher des sous à l'extérieur. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle a commencé à faire massivement. Un peu trop massivement pour rassurer le marché qui commence à flipper sévèrement. En plus, Bloomberg a balancé un pavé dans la mare vendredi en révélant que les projets des centres de données Oracle destinés à OpenAI pourraient avoir un an de retard. Et vu les sommes investies, il vaut mieux que le chiffre d'affaires commence à rentrer le plus tôt possible. Oracle a démenti ce retard, mais n'a pas réussi à convaincre. Bilan des courses, moins 13% la semaine dernière pour Oracle et moins 8% pour Broadcom, dont de lourdes baisses sur la seule séance de vendredi, et ça n'a pas fait les affaires du Nasdaq 100 qui a perdu 1,9% sur cette journée. On notera toutefois que les secteurs non technologiques et les valeurs ennuyeuses s'en sont mieux sortis. Le Dow Jones et le Russell 2000 ont affiché un bilan hebdomadaire positif. On peut donc conclure de tout ça qu'à la mi-temps du mois de décembre, eh bien le rallye de Noël n'a pas encore eu lieu. Je vous rappelle que statistiquement, la semaine qui démarre aujourd'hui est censée être décisif pour respecter la tradition, mais on me souffle quand même dans l'oreillette que les derniers millésimes ont un peu piétiné les probabilités. Certes, 2023 s'était soldé par un gain de 4,4%, mais 2022 affichait moins 5,9% et 2024 a clôturé à moins 2,5% sur le S&P 500. Un indice large américain qui affiche actuellement 16,1% de hausse en 2025, c'est un petit peu mieux que notre Stoxx Europe 600 qui gagne lui 13,9%. Toutefois, en intégrant les dividendes, il faut quand même souligner que les deux indices sont au coude à coude, plus 17,1% pour le S&P 500 Total Return depuis le 1er janvier et plus 16,9% pour le Stoxx Europe 600 Total Return. L'Europe est globalement plus généreuse que les États-Unis en coupons, ceci expliquant cela. Quel que soit le vainqueur et hors cataclysme de fin d'année, 2025 sera un bon millésime boursier puisque la hausse annuelle moyenne du marché américain hors inflation est plutôt de l'ordre de 9% sur les 25 dernières années. Allez, on passe maintenant aux informations à ne pas manquer pour bien commencer la semaine. D'abord, Donald Trump envisage de nommer Kevin Warsh ou Kevin Hassett à la présidence de la Fed, selon le Wall Street Journal. Si toi aussi tu as un Kevin dans ton entourage, soumets donc sa candidature. Le Wall Street Journal, décidément en forme, qui affirme par ailleurs que Trump reconnaît qu'il ne sait pas si l'impact de sa politique économique se fera sentir à temps pour les élections de mi-mandat. Volodymyr Zelensky, lui, laisse entendre que les garanties américaines pourraient remplacer la candidature de l'Ukraine à l'OTAN. Une nouvelle rencontre est prévue entre les représentants américains et ukrainiens aujourd'hui. La Russie veut le Donbass,
l'Ukraine veut des concessions plus réduites, Washington devrait arbitrer. Une attaque antisémite en Australie a fait 16 morts, dont un des tueurs. Du côté du Chili, on opère un net virage à droite avec la victoire de José Antonio Cast à la présidentielle. La Chine a annoncé pour sa part cette nuit des chiffres inférieurs aux attentes pour les ventes de détail et la production industrielle de novembre. Toutefois, les valeurs liées à la consommation se portent plutôt bien parce que le gouvernement a prévu de renforcer son soutien aux dépenses des ménages. On passe maintenant à l'agenda macro aux États-Unis. La normalisation des publications de stats qui a été bouleversée par le shutdown suit son cours. Le marché va prendre connaissance de deux données très importantes cette semaine. Le rapport sur l'emploi de novembre qui sera annoncé mardi et l'inflation de novembre qui sera publiée jeudi. Il faudra aussi composer avec les indices PMI flash de décembre des grandes économies, ça c'est mardi, et aussi plusieurs décisions de politique monétaire, notamment celle de la BCE dans la zone euro, du Royaume-Uni avec la Banque d'Angleterre jeudi et du Japon vendredi. Sur l'agenda des sociétés, Micron dans les semi-conducteurs, Accenture dans le conseil, Nike dans le sportswear et FedEx dans la logistique vont dévoiler leurs résultats décalés cette semaine. Les principaux marchés d'Asie-Pacifique accusent le coup ce matin. Hong Kong et la Chine continentale sont en berne avec les piètres statistiques chinoises. Le Japon et la Corée du Sud lâchent plus de 1%, plombés par leur compartiment technologique. L'Inde recule de 0,2% et l'Australie perd 0,7% avec la consolidation du prix des matières premières industrielles qui pèse sur le compartiment minier. Pour autant, les indicateurs d'avancée occidentaux sont bien ancrés dans le vert et l'Europe devrait démarrer la semaine sur un rebond. On passe à l'actu des sociétés maintenant en France. Orange va racheter les 50% de l'opérateur espagnol MasOrange qu'elle ne détient pas pour 4,25 milliards d'euros. Sanofi s'attend à du retard dans la soumission du dossier réglementaire du tolebrutinib dans la sclérose en plaques aux États-Unis. Technip Energy remporte un contrat d'ingénierie pour le premier projet de captage de stockage de carbone en Thaïlande. SPI a bouclé son programme de rachat d'actions 2026. Forvia va rembourser 200 millions d'euros d'obligations par anticipation et Hydrogen Refueling Solutions lève 8,5 millions d'euros avec son augmentation de capital à 1,90 euros par action. Ailleurs en Europe, Argenix interrompt sa phase 3 Uplight TED avec l'Evgaritijimod SC, j'ai réussi à le dire, dans le traitement de la maladie oculaire thyroïdienne pour cause d'inefficacité. Exor a rejeté une proposition de Tether pour acquérir une participation dans la Juventus de Turin. Toujours cabotin, le directeur général de Ryanair, Michael O'Leary, envisage de céder sa place à un successeur, je le cite, plus sympathique d'ici 2035 selon le FT. Kongsberg fournira 240 millions de dollars de missiles à l'armée de l'air américaine. Sika va racheter une entreprise de mortier en Suède. Swedish Orphan Biovitrum va acquérir la société américaine de biotech Arthrosi pour 1,5 milliard de dollars. Next serait en pourparlers pour racheter la chaîne de magasins de chaussures Russell et Bromley selon Sky News. Novartis construit un nouveau centre de production aux États-Unis et Schweiter s'attend à une baisse de son chiffre d'affaires en 2025. Côté Amérique du Nord, Biogen, CDW, Global Foundries, Lululemon, On Semiconductor et Trade Desk sont retirés du Nasdaq 100. Les entrants sont Alnilam, Ferrovial, Insmed, Monolithic Power Systems, Seagate et Western Digital. Après Cisco qui a rejoint son niveau de 2000, c'est Bank of America qui dépasse son record de 2007. Oracle aurait donc reporté à 2028 plusieurs centres de données destinés à OpenAI selon Bloomberg, mais le groupe a démenti. Zootopia 2 de Walt Disney devrait rejoindre le club des films ayant généré 1 milliard de dollars de recettes au box-office. ServiceNow serait sur le point de racheter Armis pour 7 milliards de dollars selon Bloomberg. Selon le FT, Coca-Cola engage des négociations de dernière minute pour tenter de sauver la vente de Costa Coffee. Intel conclut un accord de 1,6 milliard de dollars avec la start-up Sambanova spécialisée dans les puces IA selon les infos de Bloomberg. Un jury californien a condamné G&G à verser 40 millions de dollars pour manquement à l'information sur le risque du talc pour bébés et iRobot qui fabrique les robots domestiques Roomba a fait faillite et sera racheté par l'entreprise chinoise PCA Robotics, son principal fournisseur et créancier. Ailleurs dans le monde, les détenteurs d'obligations China Bank rejettent la prolongation du délai de paiement du promoteur immobilier, ça augmente ainsi son risque de défaut. Honda, Toyota et Nissan envisageraient d'importer au Japon des véhicules produits aux États-Unis en profitant d'un possible allègement réglementaire selon les infos de Nikkei. En Australie, Fortescue va prendre le contrôle total du développeur de cuivre canadien Alta Copper en rachetant les 64% qu'il ne détient pas encore pour 1,40 $ canadiens par action. Asahi Group envisagerait selon Bloomberg de créer une équipe dédiée à la cybersécurité après une attaque par ransomware dévastatrice en septembre qui a paralysé ses systèmes avec des répercussions attendues jusqu'en 2026. Enfin, Lamborghini, la filiale de Volkswagen, a retenu un turbocompresseur du japonais Hiashi pour sa future sportive hybride rechargeable. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.